Édition, nous débattrons de l'immigration irrégulière et des tracasseries dans la recherche de visa au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les parents des élèves de la maison d'éducation Mariamaba disent ne pas vouloir d'un autre naufrage catastrophique comme celui qui s'est passé avec le bateau le Joola. Ils ont donc décidé de garder leurs enfants sur la terre ferme ce matin pour des raisons de sécurité, tant les pannes de chaloupes sont récurrentes sur la liaison Dakar-Gorée. Ils ont donc demandé aux autorités de trouver une solution et d'assurer la continuité pédagogique en faveur de leurs enfants. Mohamed Ali Mouba. Ce matin, il est presque 8 heures et plusieurs dizaines d'élèves vêtus de leur blouse s'apprêtent à embarquer à bord de la chaloupe Kumba Castel qui assure la navette Dakar-Gorée. Mais coup de théâtre, la chaloupe n'inspire pas confiance et les parents d'élèves prennent une décision radicale. Maguette Sy, le président de l'association des parents d'élèves de l'école Mariamaba. Les chaloupes sont devenues vétustes. Ce sont de vieilles épaves qui servent donc de moyens de transport des usagers. Nous avons estimé qu'elles ne présentaient plus assez de sécurité pour que nos filles les empruntent. Alors voilà, c'est pourquoi donc, nous avons décidé ce matin de ne pas laisser nous prendre la chaloupe et nous les avons ramenées à la maison en attendant que des autorités se décident. De retour à la maison, les élèves tuent le ton et n'étudient pas. Cette situation agace plusieurs parents d'élèves inquiets pour la scolarité de leurs enfants qui étudient depuis toujours dans cette école d'excellence. Et l'État est assez outillé pour dégager les moyens pour assurer le transport de nos filles en toute sécurité. C'est la première fois que les parents d'élèves prennent une telle décision, un coup de semonce. Ils demandent à l'État de se remuer, créer les conditions d'une traversée beaucoup plus sécure. Le gouverneur, le préfet, les directeurs généraux du port et de l'ANAM ont pris tout à l'heure la chaloupe pour faire la traversée. Objectif tenter de rassurer les parents d'élèves. Reste à savoir si cela suffira pour dissiper l'inquiétude des populations insulaires. Pas de cours non plus ce matin au collège 1, au collège 2 et au bloc scientifique ainsi qu'au lycée de Podor. Cela fait suite donc à l'agression d'un professeur de mathématiques et de SVT par l'un de ses élèves. L'incident s'est déroulé hier dans l'après-midi en dehors de l'école. L'élève qui aurait maille à partir avec son professeur lui aurait donné des coups de chaîne de vélo sur la tête. Informé ce matin, ses collègues, ce professeur donc, ses collègues ont décidé d'observer une journée morte. Restons dans le domaine de l'éducation et de l'éducation des filles à Kébémer. L'accès et le maintien des filles à l'école pose problème. Situation due à plusieurs facteurs. La SCOFI s'est engagée dans la lutte pour inverser la tendance. Nafissa Tundiaye. C'est pour atténuer l'impact de cet état de fait que le projet SCOFI départemental a décidé de doter des paquets de serviettes hygiéniques aux 309 élèves du collège de Kébémer. Je suis Madame Faye Oulimata Kébé, présidente de la SCOFI régionale et départementale. Des fois, les filles avaient des difficultés pour se procurer des serviettes hygiéniques. Des fois, elles venaient à l'école, leur menstrues les arrivait comme ça et elles sont gênées, elles sont obligées de rentrer et de perdre des heures. Donc c'est fort de ce constat que M. Cissé nous a filé l'organisation de cette cérémonie de distribution des serviettes hygiéniques pour permettre à nos filles de se sentir à l'aise une fois en période, de rester en classe et de poursuivre convenablement les enseignements. La création d'une boutique de solidarité au collège de Kébémer s'inscrit dans l'optique de promouvoir le maintien des filles à l'école. Bernard Cissé, professeur et le créateur de cet espace. La distribution gratuite de serviettes hygiéniques ne pouvait pas satisfaire à tout le monde pendant toute l'année. Donc j'ai eu l'idée de créer une boutique de solidarité qui donne la possibilité aux filles d'avoir le kit hygiénique à moitié prix, à 350 ou 300 francs pendant toute l'année. L'implication des autorités départementales est sollicitée pour promouvoir le concept d'une éducation inclusive. Ibrahima Diallo, vice-président du conseil départemental de Kébémer. On ne peut pas laisser les établissements avec les mairies et le conseil départemental. Il faut qu'ils s'imprègnent davantage sur le bon fonctionnement et sur le bon déroulement des enseignements et apprentissages. La présidente de ce projet gouvernemental à Kébémer annonce la poursuite de ces activités dans toutes les autres
d'autres écoles. Nafissatou Ndiaye, Kébémer, Radio Futur Média. Dans l'enseignement supérieur, allons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis ce matin, les étudiants du département d'anglais planchent sur les épreuves des examens de premier semestre. Les étudiants que notre reporter a rencontrés parlent de manque de préparation. Cela à cause de la longue fermeture de l'UCAD. Ils espèrent la clémence et la compréhension des correcteurs. C'est un reportage de Boubacar Dia. Devant le tableau d'affichage du département d'anglais, ces étudiants cherchent leur filiation, prénom, nom, salle et lieu d'examen. Paplanding Djemi aborde difficilement ces épreuves. Il est étudiant en licence 3. Ça va être un peu difficile vu qu'on est resté 7 à 8 mois sans faire cours, sans réviser. On était tout découragé de venir. Aujourd'hui, une semaine, on parle de l'examen. Ça va être un peu difficile puisqu'on avait une semaine pour réviser. On a dû faire le maximum possible. Koudé Achadjedjo aussi doit faire ses examens du premier semestre. Elle n'en dit pas moins. Ça va être un peu compliqué parce qu'on peut dire qu'on a oublié beaucoup de matières en fait. On nous a donné juste une semaine de révision et ça ne suffit pas. Vu qu'on est à licence 3, on a la licence à viser et tout. Donc une semaine, ça ne suffit pas. Ces étudiants espèrent tout de même se tirer d'affaire avec la compréhension des correcteurs. Peut-être on va s'en sortir, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Mais vu la situation, il y a beaucoup, la majorité des étudiants ont abandonné, l'autre ils ont pris le chemin de Nicaragua, les pirogues, tout cela. Ça va être un peu difficile, mais peut-être Dieu nous viendra en aide, Inch'Allah. Jusqu'au jeudi 21 décembre, ces étudiants du département d'anglais se penchent sur les examens du premier semestre, examens qui se déroulent à l'école supérieure polytechnique de Dakar, ESP. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les syndicalistes du nettoiement expriment leur solidarité avec les concessionnaires qui observent un arrêt de travail depuis vendredi pour exiger le paiement des arriérés que l'État leur doit, des arriérés estimés à près de 10 milliards de francs CFA. Les travailleurs demandent aux autorités de respecter leurs engagements et de payer les concessionnaires dans les plus brefs délais. Écoutons Madanissi, porte-parole de la synergie des syndicats de la SONAGED qui regroupe les 7 syndicats de cette société. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogou. Cet éternel recommencement n'a que trop duré. Nous pensons qu'aujourd'hui que l'État du Sénégal doit respecter ses engagements pour honorer ses engagements mais aussi payer les concessionnaires puisque c'est des patriotes, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Ils ont des travailleurs qui restent des mois sans être payés. Et tout récemment, quand ils ont eu à lever leur mot d'ordre de grève suite à l'intervention de notre DG Maskia, l'État du Sénégal avait dit solennellement qu'ils vont honorer leurs engagements à partir du 30 novembre. Aujourd'hui, c'est le 18 et rien n'a été fait. Et nous, travailleurs du nettoiement, c'est nous qui payons les pots cassés. C'est plus de 3800 tonnes par jour ou bien 4000 tonnes d'ordures par jour qui sont ramassées. Et si on ne les prend pas, aujourd'hui, regardez, si toute l'étendue du Sénégal, donc le volume d'ordures actuellement qu'il y a, le visage hideux de nos grandes artères, sans compter les points propreté aujourd'hui qui sont dans le désarroi, les points de regroupement normalisés, c'est nous qui payons les pots cassés. Moi, j'interpelle directement le président de la République, le ministre des Finances et notre ministre de tutelle pour que les concessionnaires soient payés. Puisque si les concessionnaires ne sont pas payés, c'est nous qui trinquons, puisque les travailleurs en ont ras-le-bol. À chaque fois, c'est nous qui venons jouer aux sapeurs-pompiers et les travailleurs ne sont pas payés. Aujourd'hui, il nous faut de la plus-value par rapport au volume d'ordures que nous ramassons, puisque ce ne sont pas les Guinéens qui mettent les ordures dans les camions. Ce sont les travailleurs du nettoiement qui le font. Je parle avec le cœur parce que je suis déçu. Je pense qu'aujourd'hui, à l'orée du 3e millénaire, ces grèves répétitives doivent cesser. Non seulement si on veut avoir un Sénégal zéro déchet, un Sénégal émergent, il faut que l'État respecte ses engagements vis-à-vis de ses obligations. Aux dernières nouvelles, l'État a promis de verser aux concessionnaires un acompte de 8 milliards de francs CFA au titre du premier semestre demain mardi. C'est ce qui est ressorti de la rencontre tenue vendredi entre les autorités et les grévistes. Ces derniers comptent lever leur mot d'ordre de grève dès que les fonds seront disponibles. Boubacar Diallo est le secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement. On a entamé un arrêt de travail depuis le vendredi dernier à 7h. Le vendredi soir, on a été reçu effectivement par les autorités et ils ont pris un engagement de satisfaire à un des points de la plateforme, c'est-à-dire de payer le semestre de l'année intégralement au plus tard demain mardi 19. Quel est le montant que l'État doit vous verser au titre du premier semestre 2023?
cumulé, ça va tourner aux environs de 8 milliards. Parce que effectivement quelques avances ont été effectuées et maintenant reste à compléter. Mais si on cumule le tout, c'est aux alentours de 8 milliards pour être exact. Et par rapport au mot d'ordre d'arrêt de travail, vous comptez lever ce mot d'ordre quand est-ce? Oui, dès que possible, dès que effectivement les fonds entrent dans nos comptes, comme ça on pourra effectivement soulager un peu nos fournisseurs et comme ça ils vont continuer à nous accompagner. C'est juste ça qu'on demande, même si on perçoit tout de suite ces montants-là, ça va nous permettre effectivement de soulager un peu nos fournisseurs et pour pouvoir continuer à assurer le service. À 12h12, un mot sur l'immigration irrégulière. À Joal, la commune sensibilise sur le phénomène. Le maire Sophie Gladima se dit préoccupé par le départ massif de jeunes dont la plupart ont pris un financement de la DER pour prendre en charge les frais de leur voyage. Face à cela, elle demande à l'État de faciliter l'obtention des visas. Sophie Gladima au micro de Ndeye Matidien. Moi, je vous donne l'exemple d'un jeune à qui j'ai donné un passeport, acheté un billet d'avion. Il est parti, il avait le visa, il avait le billet, le séjour et tout. Au bout d'une semaine, ce jeune a refusé de revenir. Mais combien de jeunes ont détourné les financements de projets que leur a été donnés pour partir avec? Combien de mères de famille ont pris de leurs biens pour faire partir leurs enfants? Je pense que ce sont les sociologues qui doivent vraiment se pencher sur ce problème-là. Je pense que les gens vivent mieux de l'autre côté que chez eux. Moi qui ai fait le Canada, pour rien au monde, je retournerai au Canada pour travailler, pour rester là-bas. Moi, je préfère rester au Sénégal, peut-être de temps en temps y aller revenir. La police espagnole est là, la gendarmerie est là, mais il ne faut pas imaginer les poursuites qui se font ici nocturnes. Mais parfois, c'est des gens qui se mettent dans des pirogues et qui vont au large pour rentrer dans la grande pirogue. Donc, ce sont des pêcheurs, c'est une zone de pêche. Des pêcheurs qui là prennent leur matériel et qui vous disent qu'ils vont pêcher, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas y aller parce que c'est leur source de revenus. Et c'est arrivé en haute mer qu'ils font la translation. Donc le transbordement. Donc, mais je pense que c'est sensibiliser et montrer aux gens par rapport à certaines réussites qu'ils peuvent réussir et puis les laisser y aller. Moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui peut-être qu'on ouvre les portes et que les gens puissent aller voir d'eux-mêmes les difficultés qui sont sur place pour revenir. Parce que Sénégal, je pense que pays de la Teranga et beaucoup de gens, une fois qu'ils ont fait le Sénégal, aiment bien revenir. C'est lundi 18 décembre, journée internationale des migrants. Nous en reparlerons dans nos toutes prochaines éditions. Et avant cela, ce sera le thème de notre point de vue du jour à la fin de cette édition. RFM, l'actualité politique. Présidentielle 2024, le PS et l'AFP toujours derrière Macky Sall. Ils ont officiellement investi Amadou Ba comme leur candidat, celui de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comment analyser la posture de ces deux anciennes formations politiques? Quel est leur poids aujourd'hui sur l'échiquier électoral? C'est le sujet du dossier politique de ce midi réalisé par Anna Rocha. Depuis 2011, ni le Parti socialiste ni l'Alliance des forces de progrès n'ont pris part à des élections seules. Ces deux formations politiques ont décidé depuis 2012 de continuer le compagnonnage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une situation qui ne surprend pas Assane Seck, diplômé en sciences politiques et expert en droit. Un parti politique par excellence, il n'a qu'un indicateur de mesure, c'est l'élection. Si le PS n'est pas parti à l'élection durant toute la période de Macky Sall, tout comme l'AFP, du point de vue politique, on n'a pas d'indicateur pour pouvoir considérer est-ce qu'ils ont leur superbe d'hier ou bien est-ce qu'ils ont l'envergure pour briguer le suffrage. Regardons un peu, Tahaou Sénégal a plus de députés que le PS. Tahaou Sénégal a plus d'envergure que le PS. Tahaou Sénégal a plus d'envergure que l'AFP. Donc le PS ne pèse pas lourd, l'AFP ne pèse pas lourd. On n'a même pas besoin d'avoir un indicateur. Aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose. Ils ne peuvent être que derrière l'AFP parce que s'ils vont aux élections, ils risquent de se faire humilier. Pour l'analyste politique Demba Gueye, le caractère inédit de la coalition au pouvoir pose problème. Sa longévité a tué et le PS et l'AFP. Être en compagnonnage avec un parti pendant 12 ans, ça tue déjà les ambitions d'un parti politique. Cela veut dire que pratiquement il n'y a plus de nouveaux adhérents. La preuve, c'est que si vous avez bien regardé les investitures dont vous faites allusion,
c'est des investitures qui ont été faites dans des salles. Donc ce n'est plus le PS qu'on connaissait, ce n'est plus l'AFP qu'on connaissait qui drainait des foules. Parce que tout simplement, ces partis ont abandonné l'ambition de conquête du pouvoir. Le compagnonnage de Benno révèle un autre problème par ailleurs de la vie de Demba Gueye, celui de la démocratie interne au sein des partis politiques au Sénégal. C'est des partis qui, depuis pratiquement 12 ans, n'ont pas respecté les règles de fonctionnement d'un parti politique, pas de renouvellement. Les rares militants, ou bien les rares responsables de ces partis qui osent exprimer leur ambition de pouvoir se voient écartés. Il y a un véritable problème de démocratie interne. C'est le secrétaire général qui décide. Parce que s'il y avait de la démocratie interne, on ne pouvait pas imaginer ce scénario. Aujourd'hui, le PS et l'AFP ne pèsent plus vraiment lourd sur l'échiquier politique. Ils ont non seulement connu des départs, mais la rupture générationnelle tant attendue n'a pas eu lieu, explique Hassan Sek. Côté opposition, le leader de Djengou Tabakh, Boubacar Camara, est en tournée à Fatick. Le candidat déclaré dénonce ce qu'il appelle une volonté de l'État d'écarter de potentiels candidats, et ce sont des dossiers judiciaires qui sont utilisés dans ces manœuvres. Il a évoqué le cas d'Ousmane Sonko et d'autres candidats déclarés. Boubacar Camara au micro d'Aminata Goudiaby. Le Sénégal a un gros problème, c'est le problème de la participation. Avec le système du parrainage, c'est un filtre pour la participation. Et aujourd'hui, les dossiers judiciaires, finalement, constituent des obstacles à la participation. Ce qui est tout à fait anormal. On l'a connu avec Khalifa Sall et Karim Wade. On l'a connu avec Ousmane Sonko. Personne n'est au-dessus de la justice. Mais manifestement, dans plusieurs de ces dossiers, et surtout le dossier de Ousmane Sonko, on voit manifestement la volonté de l'écarter de l'élection présidentielle. Et ça a été tellement flagrant ces derniers temps, avec la prérogative que la direction générale des élections s'est octroyée en refusant de remettre une fiche. Ça, c'est le comble. Et malgré les décisions de justice, il n'y a pas eu l'application de ces décisions. Donc cette volonté-là doit être condamnée. Aujourd'hui, il faut absolument que la politique s'arrête à la porte du palais de justice. Maintenant, sur l'autre dossier de Moussa Diop, le rôle d'un homme politique, surtout de l'opposition, c'est de dénoncer partout où il pense qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Maintenant, si dans sa dénonciation, il y a des violations des règles, il est loisible à la justice de s'autosaisir, mais ça ne dispense pas le pouvoir politique de clarifier et de donner une version officielle, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. À 12h19, le reste de l'actualité avec cette vague de poussière qui a déferlé sur l'étendue du territoire national depuis ce week-end et surtout ce matin. Les populations disent ressentir durement ce changement. Certains ont même pris des précautions pour parer à d'éventuelles maladies. Le port du masque, une solution pour d'autres. Dans les rues de Dakar, le reportage de Koumba Sandiane Faye. On dirait du brouillard et difficile même de distinguer les bâtiments à vue d'œil, mais non. C'est parce qu'une couche de poussière s'est installée dans le ciel. Dakar n'est pas épargné. Un peu partout, les visages de certains renvoient à la fameuse période de pandémie. Le port de masque refait surface. Certains ont très tôt pris leurs précautions. Voilà, pourquoi vous portez le masque? La poussière, évidemment. C'est vrai que voilà, par rapport à la météo, c'était déjà annoncé, donc voilà. Donc pour beaucoup plus de prudence, donc voilà, j'ai pris le masque parce que je suis un peu asthmatique, donc voilà. C'est pour se parer à d'éventuelles conséquences. Parce que déjà, même si ce n'est pas la poussière, aussi la pollution de Dakar. Dakar est très pollué. Donc souvent on met de la carité, mais je ne pense pas que c'est ce qui peut arrêter. Donc si vous pouvez bien mettre vos masques, c'est mieux. D'autres disent bien ressentir cette vague de poussière, comme l'a annoncé la météo. Oui, je sens qu'il y a de la poussière. Moi, je venais de Matam et j'ai pris mes précautions pour vraiment prendre un masque et le porter. Ce mauvais temps poussiéreux date de samedi. Et la bonne nouvelle est que les températures accuseront une baisse notoire. Mais en attendant, les vendeurs de masques se frottent encore les mains. Koumba Faye qui en perd la voix. Et puis la présidente de la Société sénégalaise de pneumologie, donne quelques recommandations pour ceux qui souffrent d'affections respiratoires. Il faut éviter les déplacements. Le port de masque est fortement conseillé à tous. Voici le professeur Yassine Diakan avec Awambay. Cela permet surtout aux patients, vous venez de le dire, les patients asthmatiques, à l'instar de tous les autres patients qui présentent des maladies respiratoires chroniques susceptibles d'être déclenchées, d'être déstabilisées par une atmosphère qui est délétère. Donc quand il y a beaucoup de poussière, les patients asthmatiques par exemple
devraient éviter les déplacements inutiles. Les asthmatiques pour qui le sport est autorisé doivent éviter de faire du sport, ou bien quand réellement ils doivent sortir, se protéger, mettre par exemple un masque avant de sortir, puisque l'inhalation de ces microparticules peuvent déstabiliser leur maladie asthmatique ou les autres maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO ou autres maladies respiratoires. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. En Guinée, incendie meurtrier dans un dépôt de carburant à Conakry. Au moins 8 personnes tuées et 84 blessées après l'explosion dans un terminal pétrolier. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête. Selon Reuters, l'explosion survenue dans ce principal terminal pétrolier a secoué le district administratif de Kaloum. C'est dans le centre-ville de Conakry, faisant exploser les fenêtres de plusieurs maisons voisines et forçant des centaines de personnes à fuir. Un énorme incendie et une fumée noire s'échappant ont été aperçus à des kilomètres de distance alors que les pompiers se précipitaient sur la zone, tandis que plusieurs camions-citernes quittaient le dépôt, escortés par des soldats et des policiers. La Guinée n'est pas un producteur de pétrole et ne dispose d'aucune capacité de raffinage de pétrole. Elle importe cependant des produits raffinés qui sont pour la plupart stockés au terminal de Kaloum et distribués par camions à travers le pays. L'étendue des dégâts causés au terminal n'est pas encore claire. Le pays dispose d'un petit dépôt pétrolier dans le port de Kamsar au nord de Conakry qui est principalement utilisé par les sociétés minières. Ce matin, une épaisse colonne de fumée et quelques flammes étaient encore visibles après que les pompiers ont maîtrisé l'incendie. Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué que l'origine de l'incendie est inconnue, ajoutant qu'une enquête sera ouverte pour établir la cause et déterminer les responsables. Dans le communiqué, le gouvernement exprime sa profonde préoccupation face à cet événement dont l'ampleur et les conséquences pourraient avoir un impact direct sur la population. Il a par ailleurs exhorté les populations à rester chez elles et a annoncé la fermeture des écoles ce lundi. Émigration, un nouveau drame au large de la Libye. 61 migrants, dont des femmes et des enfants, ont péri samedi dans un naufrage. Une annonce de l'OIM qui cite des survivants. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, le bateau transportait environ 86 personnes. Il avait quitté la ville libyenne de Zouara à environ 110 km de la capitale Tripoli. Les victimes en majorité sont des ressortissants du Nigeria, de la Gambie et d'autres pays d'Afrique. Au Soudan, 3 diplomates tchadiens déclarés persona non grata et invités à quitter le pays dans les 72 heures. Cette décision fait suite à celle du Tchad qui a déclaré 4 diplomates soudanais à l'ambassade soudanaise à N'Djamena comme indésirables. Le Tchad avait indiqué que sa décision était due à ce qu'il a qualifié de grave déclaration de responsables soudanais, l'accusant d'ingérence dans le conflit au Soudan. Le référendum au Tchad, l'heure est au comptage des voix. Les électeurs ont voté hier pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir promis il y a 2 ans et 2 ans et demi par la junte militaire, mais repoussé à fin 2024. Une partie de l'opposition et de la société civile avait appelé à boycotter le référendum qu'elle considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père il y a cela 33 ans. Les résultats officiels provisoires doivent être annoncés le 24 décembre. La Cour suprême devra les valider le 28. La guerre au Proche-Orient à l'ordre du jour ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité doit se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, poursuit sa tournée au Liban, tandis que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est en Israël pour des entretiens qui devraient porter sur la fin de la guerre intensive à Gaza et la transition vers un conflit plus limité et plus ciblé. Ce lundi, 4 Palestiniens, dont 2 adolescents, ont été tués dans un raid israélien dans un camp de réfugiés au nord de la Cisjordanie occupée. Georges Déthié Diop à l'instant, le journal international. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Notre rubrique Point de vue dans une dizaine de minutes. Nous débattrons de l'immigration irrégulière et des tracasseries dans la recherche de visa au Sénégal. Ce lundi 18 décembre, journée internationale des migrants. Nous serons avec Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, une organisation qui travaille dans le domaine de la migration. Et Daouda Djoussé, expert et consultant en migration. RFM Sport. L'actualité des sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Souleymane. Lutte avec frappe, Zarco de Grand Yoff signe un nouveau succès. Un 4e succès de rang dans l'arène depuis son retour d'exil en immigration. Zarco a battu hier avec la manière Diène Kairé de l'écurie Soumbédioune, un combat donc qui permet à Zarco de bien se positionner par rapport aux prochaines affiches à monter pour la saison prochaine. Ibakan, coordinateur du journal Sunlamb, analyse les performances du lutteur de Grand Dakar, de Grand Yoff. Les amateurs ont assisté à une très belle affiche entre Zarco et Diène Kairé. Zarco a une fois montré de plus qu'il fait partie des ténors. Il est entré dans la cour des grands. Vu ce qu'il est en train de montrer depuis maintenant 2 ans, en s'offrant d'abord la peau de Mbaye Guigui, puis Baye Magnon, le colosse Baye Magnon, ensuite le jeune prometteur Adefas et hier le talentueux Diène Kairé. Hier, il a encore montré qu'une fois de plus que c'est un lutteur doté d'une force herculienne. C'est un lutteur qui sait vendre ses combats. C'est un lutteur aussi qui a beaucoup de bagages techniques. Hier, il a battu Diène Kairé avec une très belle technicité. Et avec ces 4 victoires, je pense que maintenant, plus personne ne peut refuser Zarco. Plus personne. Tous les tenants qui sont au sommet ne peuvent plus refuser Zarco dans la mesure où il est sur 4 victoires consécutives. Mais le problème, c'est que Zarco, il a déjà encaissé une avance sur cachet de Nyambundao, le jeune talentueux Nyambundao de l'écurie Walo. Donc après, au cours de l'année 2024, Zarco va croiser le fer avec Nyambundao. C'est le seul hic. Mais si ce n'était pas ça, je pense qu'un Zarco Gris Bordeaux, c'était une très belle affiche, c'était une affiche de feu. Football, Ligue des Champions, les affiches des 8e de finale connues. Avec d'abord le Paris Saint-Germain qui tombe sur la Real Sociedad. L'Inter de Milan va jouer contre l'Atlético de Madrid. Manchester City, champion en titre, jouera contre FC Copenhague. Leipzig contre le Real de Madrid. Naples contre le FC Barcelone. Le Bayern de Munich hérite du PSV Eindhoven. Les manches allées de ces 8e de finale de la C1 sont prévus les 13 et 14, les 20 et 21 février prochains. Pour finir, parlons de la Ligue 1 sénégalaise. Après 8 journées, Teungueth FC est solide leader de ce championnat du Sénégal avec 16 points, suivi du Jaraaf de Dakar et de Dakar Sacré-Cœur. Ces 2 équipes comptent chacune 14 points. Pikine et Linguère sont au pied du podium. En bas de tableau, l'on retrouve toujours l'équipe du Stade de Mbour et le Casa Sport, Souleymane. La voix enrouée, on la doit à la lutte hier. À la lutte hier ou à la poussière? Ou aux deux? C'est les deux. D'accord. La lutte d'abord et la poussière ensuite. Meilleure santé à vous. Il me faut un congé d'1 semaine. On verra ça plus tard. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le Parti socialiste et l'AFP Adouba Amadouba, une investiture en bonne et due forme dans un climat d'ambiance qui bat le rappel des troupes. Quotidien qui se lance ce matin, notre Amadouba est sur les traces de Macky Sall qui lui-même avait obtenu par le passé le oui de Niasse et de Feu Tanor. La souligne qu'Amadouba a été porté au pinacle chez les socialistes. Selon Vox Populi, le PS et l'AFP ont remis le drapeau de capitaine de la majorité à Amadouba. Conséquence, le candidat du Benno sort de sa coquille et passe à l'offensive. Comment? Eh bien, le journal note qu'il a lancé des pics à tous ceux qui se réclament candidats socialistes, Roy Dunrock pire et s'engage à honorer l'héritage de Léopold Sédar Senghor, Diouf et Tanor. Après ces garanties, Niasse a confié alors l'AFP à Amadouba. Pour Bës Bi Le Jour, c'est comme un air d'investissement des alliés qui mise sur le cheval du pouvoir en place, relève Bës Bi Le Jour. Galvanisé, Amadouba se sent prêt à présider aux destinées du Sénégal.
Sénégal. Pour l'Observateur, c'est la saison des investitures car ce week-end, Bougane Gueye Dany lui aussi a reçu le brassard de capitaine de Gemsabop. Investiture là aussi en bonne et due forme à la place de la nation. Dans Vox Populi, le candidat à la candidature promet une fois élu de se délaisser du titre de père de la nation, de gardien de la Constitution, préférant, je cite, garder seul celui de serviteur de la République. On retrouve le même Bougane Gueye Dany debout en tenue de combat sur toute la une du journal LAS du côté de Expastef où sa dernière on se démène pour participer aussi. Sur ça informe que sans tambour ni trompette, Bassirou Diomaye a déposé sa caution. Selon le journal, c'est le plan B qui est en marche. Le Soleil en profite ce matin pour faire le compte à la CDC, Caisse de dépôt et consignation, 1,29 milliard de déposés pour le moment. 43 candidats ont mis la main à la poche sur plus de 240 déclarés. Pour des élections libres et transparentes, au nom de l'équité, Moundia Sissé invite la DGE et la DAF à s'exécuter sans délai en remettant les fiches de parrainage à Ousmane Sonko suite à la décision de justice du tribunal hors classe de Dakar, décision qui est favorable au leader de Expastef. Dans le cas contraire, c'est à la Sénat d'user de son pouvoir de substitution ou d'injonction comme l'y autorise le code électoral. Note encore Moundia Sissé dans le journal Source A. L'Obs en profite, affirme encore Moundia Sissé dans le journal Source A. L'Observateur en profite pour dresser ce matin le portrait du juge Ousmane Racine Thion, le président du tribunal hors classe de Dakar. L'histoire d'un talibé devenu juge, Sébil à la main, il faisait le tour dans le village de Ngathia en quête de pitance. Qu'est-ce qui se passe entre Macky Sall et Taxawu Sénégal? Walfadjri note que depuis quelque temps, le courant ne passe plus entre Macky et Khalifa Sall. L'observateur qui croit connaître les raisons du désamour pointe des audiences nocturnes de la surenchère politique. Aussi, mon confrère note qu'il y a de sérieuses menaces sur les parrainages de Khalifa Sall. À la une du journal Enquête, ce dossier sur la saisie et la circulation de cocaïne au Sénégal. Jeudi dernier, la marine a saisi 3 tonnes de cocaïne qui s'ajoutent aux 2 tonnes 900 d'il y a 20 jours. Un marabout, un musicien et un snapper dans le collimateur des FDS, les forces de défense et de sécurité. Politiciens, musiciens, mannequins, ce sont les plus grands consommateurs de coke. La consommation croissante de cocaïne et les drogues de synthèse inquiètent l'ONUDC, relève encore la publication. Le journal Le Quotidien note que la marine sénégalaise tente fort. En 3 semaines, 6 tonnes ont été interceptées. 7 membres de l'équipage d'une Tenfai en garde à vue dans les commissariats de police. Et puis sport pour boucler. Dans Sunu Lamb, Zarko qui bat Yen Kairé, le journal Enquête note que le lutteur s'inscrit un peu plus dans l'histoire de la lutte sénégalaise avec sa réputation de terreur des arènes et de destructeur des jeunes talents. Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h34, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Ce 18 décembre, journée internationale des migrants. Nous prenons prétexte donc de cette journée pour débattre de la question de l'immigration irrégulière du point de vue du Sénégal en particulier, de l'Afrique en général, mais également des difficultés que rencontrent les candidats au visa de certains pays au Sénégal et également dans d'autres, particulièrement en Afrique. Et pour débattre de tout cela, nous sommes avec Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, une organisation qui travaille dans le domaine de la migration. Souleymane Aliou Diallo, bonjour. Mon homonyme, bonjour. Plaisir de vous parler. Daouda Djoussé, qui n'en est pas moins un ami et un collègue expert aujourd'hui et consultant en migration. Daouda Djoussé, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Très heureux de te retrouver là. Plaisir partagé. Souleymane Aliou Diallo, il y a 2 manières de voir les migrations en général. L'approche un peu négative, telle qu'on la voit le plus souvent du point de vue des pays récepteurs, et l'approche positive que promeut notamment l'Organisation mondiale des migrations ou l'Organisation internationale des migrations, qui parle
de mobilité qui peut être une pierre angulaire du développement durable, de la prospérité et du progrès. Et je cite l'OIM, libérer le potentiel de la migration est essentiel pour accélérer les efforts dans l'intérêt de tous visant à répondre aux défis considérables du programme 2030 formulé lors du sommet sur les objectifs de développement durable en 2023. Alors pourquoi la question migratoire est-elle problématique alors qu'il y a un tel potentiel pour le progrès de l'humanité? Comment expliquez-vous cela? Avant tout, vous me permettez de saluer vos auditeurs. Effectivement, aujourd'hui, à travers le monde est célébrée la journée internationale du migrant. Bon, c'est un problème, c'est un fléau. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre avec toutes les conventions, toutes les prédispositions qui ont été prises au plan international, dont la convention en question, la convention de Marrakech, qui demande une migration sûre, contrôlée et légale. Hélas, on a assisté cette année à cette vague de migration irrégulière qui a fait qu'on a perdu énormément de nos jeunes. Ce qui reflète aujourd'hui un désespoir, manque de confiance par rapport à cette jeunesse et une déperdition que l'Afrique est en train de perdre. Parce que dans cette fléau, c'est l'Afrique qui perd. Vous vous imaginez avoir son enfant, l'élever, le nourrir, l'éduquer, donner tout ce qu'il y a, des jeunes potentiels forts que l'Afrique a besoin pour se développer. Ils migrent d'une façon gratuite, d'une façon vraiment incontrôlée, d'une façon où il n'y a absolument rien et on perd totalement par rapport à leur valeur, par rapport à leur puissance. Ils vont de l'autre côté, qui ont besoin de ressources humaines, qui ont besoin d'un potentiel, qui ont besoin de juvéniles, parce que c'est une population vieillissante qui manque de main-d'œuvre et nous leur donnons ça gratuitement et autrement. Ça, c'est l'Afrique qui perd. Et les conventions qui ont été mises en place, particulièrement sur la circulation des personnes et des biens, la mobilité internationale, nos gouvernements ne frappent pas sur la table pour le respect de ces conventions. N'est-ce pas? Daoud Doucé, on l'a entendu à travers l'intervention de Souleymane Aliou Diallo, presque tout le monde gagne dans la migration. Les pays qui reçoivent les migrants ont un apport démographique, un apport en pouvoir de travail, en jeunesse, etc. Sans compter les autres contributions, notamment d'ordre culturel, etc. Et nos pays gagnent également à travers les transferts de cette population émigrée dans nos économies, transferts monétaires notamment. Comment se fait-il que ça soit vu comme un problème, et même parfois de part et d'autre, même dans nos pays parfois? Oui, absolument. Je salue mon co-débatteur. Il a bien retracé, parce que les résolutions de Marrakech en 2022, c'était 10 et 12 décembre 2022 à Marrakech. On était sortis pour simplement tracer les principales directives à explorer. C'était une migration sûre, comme il l'a dit, contrôlée et régulière. Donc, il fallait qu'on vienne sur cela. Et maintenant, pour le mettre en œuvre, je pense qu'il devait y avoir une coopération accrue. Vous savez, au sortir de 2002, pourtant, Kofi Annan avait donné le ton en disant que la migration n'est pas une problématique, mais une solution. Il convient, pour les enjeux qui en résultent, que les pays de destination, de transit et des pays de départ devaient se retrouver autour d'une coopération beaucoup plus accrue. Maintenant, peut-être, ce sont les Africains et nos gouvernants qui devaient apposer leur ton en signifiant à la face du monde que nous sommes les pays qui sont les plus victimisés, parce qu'au sortir, vous savez, de ces handicaps que l'Afrique a traversés, on ne devait pas se permettre encore de traverser une autre mauvaise posture pour l'Afrique. Je pense que ce sont nos gouvernants qui devaient nous défendre avec eux et donc pour aller vers simplement un régime beaucoup plus d'exploitation équilibrée entre les deux systèmes, les demandeurs d'emploi et les fournisseurs. Je pense qu'à ce niveau-là, ce sont les Africains qui ont manqué de dents pour vraiment apposer leur veto sur
sorte d'échange qui me semble être assez déséquilibré et en défaveur de nos jeunes. N'est-ce pas? Il l'a dit, nous perdons en fait ce que nous avons de plus valable, c'est la dynamique jeunesse, cette jeunesse qui est une mouvance de vie que nous perdons comme ça. Et vraiment, c'est un malheur pour l'Afrique, encore une fois. Alors, Souleymane Aliou Diallo, l'un des problèmes soulevés, et c'est vrai, il y a la responsabilité de nos États, et pas seulement, hein, de nos sociétés peut-être, mais il y a aussi tous ces pays qui limite de façon drastique la délivrance de visas pour ceux qui souhaiteraient passer par les voies légales, normales et certainement les plus faciles. Comment expliquer ce paradoxe entre ces engagements qui sont pris, ces déclarations d'intention, notamment les résolutions de Marrakech, et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire ce refus de délivrance de suffisamment de visas pour que les gens puissent aller et venir sans trop de difficultés? Par rapport à la politique de la migration internationale et surtout par rapport à certains pays. Et pour nous du Sénégal, la particularité, ce sont les pays Schengen et on fixe la France comme pays d'orientation. Aujourd'hui, c'est une aberration, c'est une contradiction. Au moment où nous devons lutter contre l'immigration irrégulière par la voie maritime, où nous devons lutter contre l'immigration irrégulière par les déserts, par Ceuta et Melilla, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous auprès de certaines ambassades de l'Union européenne et le gouvernement du Sénégal ne dit rien. Sur certaines questions, on réclame que ce sont des problèmes de souveraineté. Mais à l'instant T, ce sont des problèmes de sécurité publique. Imaginez-vous, en principe, ces sociétés de prestations que les consulats ont engagées, c'était pour décongestionner les consulats et donner une meilleure qualité de service. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à rentrer dans les plateformes. Il y a des supposés trafics pour avoir un rendez-vous par rapport à cela. Et ce que nous devons par rapport, nous avons vu, nous avons entendu, il nous est arrivé qu'on nous transmet des dossiers de hauts fonctionnaires, de cadres africains qui sollicitent le visa à travers des invitations, à travers des congrès, à travers des séminaires, des salons, et d'une façon très aléatoire, les consulats leur refusent le visa, sous prétexte qu'ils vont partir, qu'ils vont rester là-bas. Alors que eux, leurs fonctionnaires, n'importe qui peut venir d'une façon factuelle ici au Sénégal. Et donc là, vraiment, c'est une contradiction, et ce sont les gouvernements africains, vraiment, qui devraient se réunir par rapport à cette question, puisque la question, ce n'est pas seulement au Sénégal. Nous l'avons noté en Guinée, nous l'avons noté en Côte d'Ivoire, nous l'avons noté au Burkina Faso. C'est comme si l'Union européenne avait donné des directives au consulat de ne pas aller directement vers la délivrance systématique de visas. Et ça, vraiment, c'est une contradiction. Nos États devraient, en principe, contrôler davantage, puisque ces consulats ont déposé une lettre d'accréditation, ils ont déposé une lettre d'application par rapport à une demande de visa. Donc là, réellement, c'est une contradiction. Merci. Ça, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Merci Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa. Dernière question pour vous, Daoud Djoussé. On a vu l'accord que la Grande-Bretagne tente de forcer avec le Rwanda pour le transfert ou le rapatriement des sans-papiers vers ce pays. Dans un premier temps, cela a été rejeté par le Parlement, mais le texte a été retoqué et va repasser. Est-ce que ça ne risque pas de faire tache d'huile pour d'autres pays, avec d'autres pays européens et pour d'autres pays, disons, émetteurs, y compris le Sénégal? Oui, quand il y a des dossiers pareils, c'est surtout les diplomates qui sont mis en veille pour essayer de renverser la donne, parce que c'est une très grande cassure dans le système diplomatique pour un pays et son collaborateur puisse arriver à des situations pareilles. Vous savez que le Sénégal a été plusieurs fois aussi dans ces questions avec l'Italie et l'Espagne. Et à chaque fois, il y a la diplomatie sénégalaise qui avait employé, disons, sa grande ferveur diplomatique pour essayer de tasser la question. Je pense qu'aussi le Rwanda va faire de même. Et encore une fois, c'est les rapports qui doivent être équilibrés entre les pays de destination et les pays de départ, arriver à une meilleure coopération, à une meilleure négociation. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous sommes dans une société mondialisée
qui vit sur un marché réduit qu'est l'Internet. Donc tous les profils se rencontrent là-bas et à partir de ce moment, dans les discussions, il faut que les diplomates veillent parce que c'est eux qui sont les références des citoyens dans leurs différents pays. Donc ils se réfèrent toujours à leur État et leur État, maintenant, arrivé à cette situation, doit leur défendre vaille que vaille pour que de telles débandades ou de telles frustrations ne puissent en tout cas arriver à ces pays-là. Merci. Je pense que l'Afrique, pour ce qui le concerne, doit encore aller en tour regroupé, essayer encore, comme l'a dit l'autre, d'être des proactifs dans ces questions-là, provoquer des débats qui puissent en fait leur permettre de sauvegarder leur intérêt. Sinon, c'est toute une Afrique qui perd. Merci Daouda Djoussé, expert et consultant en migration. Merci également à Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa. À 12h46, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Digital Meissambaï, Aliounba à la production. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Des idées de cadeaux pour tous. Electronic Corp sélectionne pour vous ces produits de dernière génération. Découvrez nos réfrigérateurs No Frost, cuisinières à gaz et électrique, des machines à laver avec les marques Beko et Enduro. Explorez également notre gamme de petits électroménagers, des mixeurs, bouilloires, air fryers, presse agrumes, machines à café et bien d'autres produits avec Black & Decker de réputation mondiale. Et pour une expérience audiovisuelle exceptionnelle, entrez dans l'univers des téléviseurs Bravia, des barres de son Dolby Atmos et des mini-chaînes Sony qui vous offre un excellent confort d'écoute. Pour la sono professionnelle et les instruments de musique, guitare et clavier, découvrez la qualité et l'authenticité inégalée qui font la réputation de Yamaha. Venez visiter nos showrooms et profitez jusqu'au 31 janvier 2024 de nos offres de Noël, du Nouvel An et de la Cannes 2024 adaptées à tous les goûts et tous les budgets. Adresse Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99. Le showroom de Sacré-Cœur sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h et les dimanches du mois de décembre 2023 de 15h à 19h. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Une Saint-Sylvestre 5 étoiles au King Fahd Palace. Une date unique, un lieu unique, une ambiance feutrée. Le King Fahd Palace déroule le tapis rouge ce 31 décembre 2023 pour un dîner de la Saint-Sylvestre avec l'artiste de renommée internationale El Hadji Diouf. Vous sera aussi servi un menu des plus exquis pour chatouiller vos papilles. Entrée unique 100 000 francs, couple 180 000, enfants 60 000 francs. Le dîner spectacle et la nuitée à partir de 176 000 francs. Réservez dès maintenant au 33 869 69 69. Une réduction de 10% vous attend pour votre nuitée du 31 si vous réservez avant Noël. Coris Banque International célèbre avec vous les fêtes de fin d'année. Waouh, Coris Banque International des Andagien qui fait tout fin d'année. Obtenez un prêt sur mesure pour rendre vos fêtes exceptionnelles. Passez l'un à fête une avec le crédit fin d'année de Coris Banque International. Oui, et jusqu'au 31 janvier 2024, bénéficiez d'un prêt allant jusqu'à 3 mois de votre salaire. Dégommodé, fibre le 31 janvier 2024, menez len lebal le tolok ñetti yoon ci sen salaire. Pour plus de renseignements, appelez le service client au 33